Oui, parfait. Bon. Donc d'abord, je remercie tous les participants, en particulier les hôtes de notre événement, les administrateurs de l'île d'RGL, en particulier le DG et les autres membres du comité de gestion, et aussi tous les membres du hub de Goma. Pour ce qui est de la blockchain, Cardano et des nouvelles technologies en général, le concept n'est pas toujours connu, n'est pas toujours accepté ou n'est pas toujours soutenu. Donc, quand on a quelqu'un qui vous soutient dans quelque chose de nouveau, souvent c'est une bénédiction, et nous aussi nous allons continuer à doucement sensibiliser, éduquer et apprendre ce que nous avons comme expérience. Donc ce sommet-ci, c'est vraiment un deuxième événement. Nous en avons déjà eu l'année passée. Pour certains d'entre vous, vous avez participé, donc ce n'est pas nouveau. Et aussi, je vais faire une brève présentation sur ce Cardano en général, et aussi parler de ce que le sommet a pu accomplir la fois passée. Donc, voyons si je peux présenter. Nous, on parle de la blockchain. La blockchain, c'est plus une technologie. C'est une technologie. Donc, c'est une blockchain. Ce n'est pas juste la crypto. La crypto, elle est à part, la blockchain est à part. Elle a été fondée par des recherches plus ou moins évaluées. Donc, c'est vraiment de manière rigoureuse, de manière académique que la blockchain Cardano est élaborée. Ce n'est pas juste un concept d'utilité, non, c'est vraiment la recherche et ensuite la mise en application des méthodes vérifiées. La monnaie, elle, maintenant, qui soutient cette blockchain. On parle de monnaie pour juste, c'est plus les frais d'utilisation. C'est comme de l'essence, c'est comme du carburant. Ça s'appelle EDA. C'est comme quand tu utilises un ordinateur qui met de l'électricité et l'électricité permet à l'ordinateur de fonctionner. EDA permet à non seulement sécuriser parce que les calculs se font sur qui soutient le réseau et aussi la monnaie EDA permet de payer les frais d'utilisation du réseau. Donc, Cardano, comme je disais, c'est une blockchain rigoureuse, évaluée. Elle poursuit une carte de développement, une feuille de route qui est vraiment ronde, il y a eu 3 aides principales qui ont déjà été mises en application. Très récemment, il y en a encore deux qui restent, dont la gouvernance, qui est la participation de tous. Donc, il n'y aura personne derrière la blockchain, c'est vraiment tous les individus ont une même droit. Et ensuite, il y a des paiements variés par différentes autres monnaies que également. Donc, voilà que même quand il y a une monnaie principale, mais ce n'est pas elle seule qui sera payée. Cardano est une monnaie consistante parmi les plus grands systèmes de la blockchain. Les gros joueurs sont les Bitcoin et Ethereum. Mais dans la blockchain, en termes de technologie, personnellement, je pense que Cardano est probablement plus avancé parce que même Ethereum est devenu preuve de participation juste très récemment. Tandis que pour Cardano, comme cela avait déjà été planifié, les organisateurs avaient déjà pensé, il ne faut pas passer par un chemin du tout. Non, vraiment de manière méthodique, ça mais on s'était déjà décidé d'aller vers la côté participation qui est une preuve plus écologique et Ethereum est en train lui-même changer très récemment de cette de validation. Pourquoi est-ce que je fais la promotion de la blockchain à Goma et en Afrique en général? C'est parce que lorsque vous avez de nouvelles technologies, elle est moins chère. Ça veut dire que c'est une technologie. C'est que si elle n'est pas open source, on sera en train de payer des frais de participation comme on fait à Microsoft, comme on fait à Apple, comme on fait à Google. Vous voyez, donc déjà, nous, étant donné qu'elle n'a pas été créée chez nous, on aurait eu à avoir à payer. Mais cette technologie, curieusement, on ne paye pas. Plutôt, on participe de manière libre. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Et Cardano se concentre, lui, dans l'émergence des pays sous-développés. Pas de manière altruiste, mais plutôt de manière opportuniste, de façon qu'ils savent que c'est nous vraiment qui avons seulement l'intérêt de l'appliquer, et c'est nous qui avons peut-être même des applications appropriées pour la blockchain, n'est-ce pas? Et Cardano offre certains avantages, par exemple l'identification décentralisée. Cela peut permettre à des économies indépendantes de se développer.
quand je dis économie indépendante, je ne dis pas des vieilles indépendants, mais je dis vraiment des économies indépendantes. Comme si vous êtes dans une classe d'école, vous avez votre petite économie, que vous faites des collectes, des fonds, vous organisez les sorties, vous faites des défilés, ainsi de suite. Tout cela, c'est une petite économie locale qui est gérée par votre groupe. Donc, Cardano aussi permet, nous, dans nos différents intérêts, de gérer notre économie. Et ultimement, le fait que Cardano soit tellement centralisé est puissant, mais les organisations gouvernementales peuvent participer parce que la traçabilité des dépenses dans le blockchain, elle se fait de manière très visible. Donc la traçabilité, elle est facile, l'audition des comptes, vraiment, c'est une question juste de temps pour pouvoir, quand tout est disponible, les ONG pourront bénéficier d'avoir plus de flexible de la blockchain. S'il y a des questions, n'hésitez pas, celui qui a le micro, il peut m'interrompre. Je suis disponible pour répondre. Alors, nous avons la leçon islamique, c'est le deuxième. Nous sommes maintenant au deuxième sommet. Le premier sommet, en 2021, c'était 27 ans, toujours à l'ISDRGL. Nous avons eu organisé un sommet. Beaucoup de participants sont venus, certains du mandat, d'autres des Kinshasa. Et dans ce moment-là, les contrats intelligents que je vais couvrir sur le réseau, contrats intelligents, c'est comme des validateurs automatiques. C'est ce qui fait la force de la blockchain selon moi. Les contrats intelligents n'étaient pas encore en septembre. Ils étaient juste en train d'être mis sur les réseaux. Et on n'avait pas beaucoup d'applications. Et ce qu'on appelle les non-fungible tokens, NFT, les gens parleront mais ce sont des preuves d'identification. Ce sont des valeurs individualisées. Elles n'étaient pas si populaires. Maintenant, elles sont très populaires. Autrement dit, lorsqu'on a d'abord fait le sommet de 2021, il n'y avait pas autant d'applications. Maintenant, il y en a beaucoup. Certains d'entre vous qui participaient, les éléments vont témoigner sur ce qu'eux-mêmes ont pu observer. Mais j'aimerais savoir si vous pourrez répondre, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient bien participé au sommet de 2021, et si oui, quelle est votre expérience? Donc peut-être vous pourrez le partager. Mais dès que vous avez participé, certains d'entre vous sont restés et ont créé le hub qui vous anime aujourd'hui. Donc oui, certains ont participé, d'autres n'ont pas participé, mais le résultat du sommet à l'ISDRGL, nous avons pu instaurer le hub Cardano à l'ISDRGL. Et aussi, la spéculation monétaire, comme vous l'avez prévenu, c'est que tout ce qui monte peut tomber. C'est vrai, depuis le dernier sommet, les valeurs sont tombées, le marché, comme les spéculateurs l'appellent, est en baisse. Donc, juste, c'est ce qui témoigne du manque de concentration, n'est-ce pas? Nous, on se concentre sur la blockchain en termes de technologie, parce que ces validateurs, ces contrats intelligents nous permettent de créer des applications indépendantes, comme je vais l'élaborer tout de suite. Pourquoi est-ce que la blockchain est importante? Pourquoi est-ce qu'on va en profiter? Pourquoi est-ce qu'on va au moins essayer de la comprendre, même si on ne l'utiliserait pas? C'est parce que son expérience est plus large que d'autres éléments que nous avons. Au début, quand vous le pensez, vous avez votre... Certains ne parlent pas, d'autres ne parlent pas, ils sont à 2 ans, 3 ans. Ils parlent et leur voix porte, si c'est un enfant, peut-être 5 ans, n'est-ce pas? Donc, quand vous commencez à utiliser votre parole, tout au plus vous touchez un rayon de 5 mètres. Quand vous commencez, ça s'élargit un peu, mais c'est toujours pas plus de 50 mètres. Pour les masters, peut-être c'est porté jusqu'à 100 mètres. Mais c'est là où vous arrêtez, c'est tout au plus un bâtiment. Okay? Quand vous écrivez, maintenant, c'est autre chose. Votre portée, elle sert à quoi? C'est que votre livre, vous écrivez, même sur une pierre là, ou sur un crayon, vous écrivez. Vos écrits peuvent être portés par d'autres personnes. Donc votre portée peut s'élargir sur toute votre vie. Et des fois même, plus que même votre vie, dépendamment des moyens de transport. Encore, peut-être, si vous êtes au début de l'élévation de l'écriture, peut-être ça n'irait pas plus loin que votre village. Parce qu'il n'y a peut-être pas de route lorsque l'écriture a été créée. Ensuite, il y a eu les mathématiques qui sont venues avec les écrits. Donc les mathématiques, elles nous permettent d'avoir une influence plus grande, si vous pouvez même calculer les distances et savoir où est-ce que vous faites. Donc, dès que vous utilisez les maths, vous êtes capable d'avoir une plus grande influence parce que vous maîtrisez votre environnement encore plus que celui qui parle et celui qui écrit. Ensuite, les sciences en général, bien sûr, les maths sont des sciences, mais les sciences plus avancées, elles, maintenant, sont du niveau de l'expertise. Vous, maintenant, vous contrôlez tout ce qui est comme l'alimentation, la
l'agriculture, vous êtes en train de changer votre environnement, vous êtes vraiment capable de maîtriser votre environnement et vous touchez d'autres nations qui sont moins avancées dans la technologie. Si vous créez des armes, vous pouvez les conquérir, c'est tout ce qui a fait que l'Europe a eu la colonisation, c'est vraiment à travers les différentes sciences. Okay? Ensuite, il y a eu un nouveau développement, l'ordinateur. L'ordinateur, juste tel qu'il était, il était important parce qu'il a augmenté la productivité. Et si vous aviez un journal où vous produisez votre revue avec un ordinateur, vous étiez encore beaucoup plus performant que votre compétiteur. Et votre audience était beaucoup plus élargie que celui qui n'a pas d'ordinateur en ce moment-là. Internet demain, on a vu Internet, les Netflix qui ont compris blockbuster. Internet, vous le voyez aujourd'hui, c'est grâce à Internet que je vous parle. Avant, sans Internet, pour appeler quelqu'un, il fallait avoir une carte d'appel, des fois le réseau n'est pas bon, des fois le son ne sort pas, on ne parvenait même pas à vous joindre pour la plupart des gens. Maintenant avec Internet, je peux appeler n'importe quel sur WhatsApp, même qui se trouve dans le fin fond de ma si je veux l'appeler. Donc Internet déjà a permis aux gens d'avoir plus d'influence. La crypto maintenant, elle est basée sur Internet. Donc c'est encore un domaine où non seulement vous êtes capable d'interagir avec des gens d'autres pays, mais maintenant la crypto vous permet de dépasser les frontières. Parce que si Internet vous permet d'interagir avec d'autres gens, quelquefois les pays, les nations bloquent l'accès pour des raisons d'autres. Soit les transferts bancaires. Vous dites que non, vous pouvez envoyer l'argent à travers la banque correspondante, vous pouvez en Belgique, et elle aussi va envoyer en Chine. Vous voyez que même si vous voulez correspondre avec des émissions en Chine, vous passez par des réseaux qui sont déjà prédéterminés par Internet, qui sont déterminés des fois par des procédés politiques, plus que technologiques. La crypto, elle défait les intermédiaires et vous permet de communiquer avec la personne que vous voulez. C'est ça la puissance de la crypto par rapport à Internet, c'est que les réseaux d'utilisateurs et utilisateurs sont faciles. Ensuite, à travers la crypto, qu'est-ce qui viendra avec? On ne sait pas, mais c'est le moment où les gens prennent de plus en plus contrôle de la finance des digitales. Quels sont les avantages de la blockchain? D'abord, comme je l'ai dit, la transparence, la sécurité et la rapidité des mouvements. Pour ce qui est de la transparence, c'est qu'on a un compte ouvert. Autrement dit, c'est que comme on doit comptabiliser le journal, oui, ce journal, la blockchain m'appelle Ledger, il est ouvert. Donc, tout utilisateur a confiance de ce que vous êtes en train de lui transmettre. Si vous dites que vous avez $50 pour acheter un bien, il peut vérifier si votre balance contient $50. Et avec le contrat intelligent, vous pouvez même prépayer pour le bien. Et il est sûr que vous avez déjà prépayé parce qu'il sait où est-ce que vous devez aller. Okay? La sécurité, c'est que la blockchain offre un système de cryptage qui est quand même avancé. Pas infaillible, mais du point de vue niveau technologique, encore, on parle de développement technologique, c'est que tout développement parvient à être surpassé, mais jusqu'à maintenant, la blockchain, du point de vue sécurité, elle peut aussi s'adapter. Il y a des ordinateurs qui seront beaucoup plus puissants, les computers qui peuvent être en contact avec la blockchain, mais déjà certaines chaînes comme Cardano sont déjà en train d'utiliser des cryptages qui sont encore plus performants que ce que les quantum computing peut résoudre. Vous voyez, donc déjà Cardano, vous voyez qui sont plus ou moins gérés par des personnes qui ont la science en premier plan, ils anticipent et parviennent déjà. Nous anticipons parce que je peux dire que c'est pas même aussi des fois là pour contribuer à la manière. Nous tous nous contribuons. Des méthodes qui sont plus sécurisées que celles qui étaient avant. Et aussi, la sécurité est offerte à tout le monde. Ce n'est pas juste une question de grande organisation. Donc, dès que vous avez noté, vous avez le droit au niveau de sécurité de l'entreprise qui gère les filiales. Rapidité, c'est que des fois, les transactions, comme je vous ai dit, vous envoyez des fois en Chine, ça vous prend d'abord de passer en Belgique, ensuite vous allez en Chine. Avec la blockchain, c'est tout plus, maintenant c'est comme 3 ou 5 minutes. J'étais en train d'écouter le promoteur, Jean-Baptiste Sanfoura. Il nous a donné un mot d'ouverture et une première présentation de Cartal. Voilà, nous appelons aussi Paul Loupéa. Lui aussi va nous présenter Généralité sur Cartal. Bienvenue Paul. Merci.
Je pense qu'on va écouter d'abord la question du monsieur. Ali? La question est là. À qui? On peut voir la question. Je tiens à voir si c'est électrique par les autorités. Est-ce que l'entreprise a été aussi à comment? Donc, autrement dit, est-ce qu'il est reconnu par les autorités nationales? Merci beaucoup. Parce que comme je dis, la Banque centrale a émis des réservations sur ce qu'on appelle la crypto-monnaie, donc sur la spéculation, de manière générale, la spéculation monétaire basée sur les crypto-monnaies. Ces réserves sont comprises et partagées par nous-mêmes. Comme nous disons, c'est que ce n'est pas la crypto-monnaie ou des spéculations politiques qui va gagner, qui va recevoir. La blockchain elle-même, c'est une technologie qui, elle, est connue par d'autres organisations. Je pense que le ministère des Cadastres réfléchissait, je pense, avec d'autres entités, comment inclure la numérisation des parcelles à travers un système de blockchain. Nous avons des organisations telles que l'ICCN, qui soit des dons à travers la blockchain. L'UNICEF offre des financements à travers la blockchain en Afrique, partout au Congo. Donc la technologie elle-même, elle est reconnue. Mais bien sûr, il y a cette condition de la Banque centrale que la blockchain, la crypto plutôt, n'est pas un vecteur d'investissement reconnu. Donc ce n'est pas l'investissement, c'est plutôt l'utilisation du réseau. Mais sinon, comme dit, ce n'est pas une organisation. Dès que vous créez une organisation sur la blockchain, vous utilisez la technologie, c'est vraiment vous démontrer que Internet est basé dans une vie. Internet, dès que vous avez accès à Internet, c'est que vous utilisez Internet à votre propre foi, n'est-ce pas? C'est que si on vous demande aujourd'hui qui est responsable d'Internet, bon, vous ne saurez pas l'identifier, alors que juste peut-être le plus grand utilisateur. Quelqu'un vous dit aujourd'hui que c'était Google, mais Google lui-même n'a pas inventé Internet. Je ne sais pas si vous êtes satisfait avec moi. De voir quelles sont les limitations qu'on a pour le moment au niveau local et qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Parce qu'il y a une très grosse confusion. Souvent, quand on parle de la blockchain ici au niveau local, la plupart des gens pensent directement à la crypto-monnaie. Et pourtant, la crypto-monnaie n'est qu'une des applications de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie. Et quand on parle de technologie, on ne peut pas dire que, par exemple, moi j'ai créé un site de vente en ligne et c'est ça Internet. Non, Internet c'est beaucoup d'autres choses, mais le commerce en ligne c'est une partie d'Internet. Et c'est la même chose pour la blockchain. Et pour commencer, tu peux avoir les slides? Oui, comme je le disais tantôt, c'est qu'au fait, le fait que la crypto-monnaie domine plus les domaines de la blockchain, c'est dit d'abord au fait que, l'outil nécessaire pour faire des transactions sur la blockchain, c'est la crypto-monnaie. Deuxième élément, c'est que la crypto-monnaie a une certaine valeur pécuniaire, et l'aspect spéculatif que la plupart des gens aiment à travers les technologies de la blockchain. Même avec l'argent aussi. Certains font du trading, notamment avec les autres valeurs monétaires. Alors, ce qu'on va essayer de présenter, c'est la technologie blockchain elle-même. Ensuite, on va parler des Cardano. Et on va également parler du problème qu'on a ici chez nous. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent faire de la blockchain, de la crypto-monnaie, mais en vrai dire, il se font seulement arnaquer par des aventuriers comme ça qui vous racontent n'importe quoi. Par les jours d'aujourd'hui, juste pour les sommet, qui connaissait déjà Cardano? Une voix. Qui connaissent la blockchain en général? La blockchain,
vais voir. Qui connaissent Bitcoin? Bitcoin? Ah, ok. Yeah. Là, je pense que vous avez entièrement raison. En fait, c'est juste. À part Bitcoin, vous connaissez Ethereum? Ethereum. Qui connaît Ethereum? Ah, ok. Là, il y a quand même un petit monde. D'accord. Il y a quand même un petit monde. Donc, comme je le disais, je ne vais pas. Peut-être qu'on va revenir dans les histoires de Jacques. C'est bon? Ah, ok. Alors, on va essayer de parcourir les fondamentaux sur la blockchain. C'est quoi la blockchain d'ailleurs? Alors, pour le moment, on peut considérer la blockchain vraiment comme étant un registre décentralisé et distribué qui ne fait qu'enregistrer la provenance d'un actif numérique. Ok? Qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'un registre? On parle des registres décentralisés, on parle d'actifs numériques et on parle des registres. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, c'est que généralement ce qu'on fait, c'est juste envoyer une transaction. Pour ceux qui connaissent comment fonctionne la structure d'Internet, lorsque vous avez besoin d'une page Internet, en fait, vous demandez seulement la page à un serveur et c'est ce serveur-là qui vous dit non, non, par rapport aux informations que vous m'avez fournies, voici ce que je suis à mesure de vous dire. Vous voyez, vous avez fait juste une transaction, mais cette transaction-là vous a donné les résultats en fonction de la recherche que vous avez faite. Alors, pour la blockchain, on voit l'aspect registre. Pourquoi? Parce qu'en vrai dire, contrairement aux autres systèmes actuellement instaurés, c'est que vos transactions parfois ne sont pas stockées. Si les réseaux que vous utilisez, notamment Internet par exemple. Mais d'autres entreprises peuvent utiliser également les transactions que vous effectuez sur Internet pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir documenter leur base de données. Par exemple, il y a une blague qui circulait là récemment sur est-ce que Google c'est une femme ou c'est un monsieur? Certains disaient que Google c'était une femme parce que chaque fois quand vous tapez une recherche sur Google, en fait Google vous suggère automatiquement ce que vous cherchez avant même que vous l'ayez fini de taper la recherche en fait. Ça c'est dit au fait qu'ils enregistrent vos recherches. Ils les enregistrent et à la fin ils peuvent les utiliser pour pouvoir vous alimenter en termes de contenu. Maintenant, pour la question de la blockchain, elle fonctionne autrement. Ce sont des registres, certes, dans lesquels on enregistre toutes les transactions et ces transactions-là ne sont pas modifiables. Okay? Vous ne pouvez pas modifier ce que vous avez déjà écrit sur la blockchain, mais vous pouvez fournir une nouvelle version. C'est pour des questions de traçabilité. Et l'avantage, contrairement aux autres technologies, c'est que la blockchain donne l'avantage de la décentralisation. Et aujourd'hui, le débat sur la décentralisation est très important parce que jusqu'à ce moment, on a un problème que ceux qui travaillent dans le domaine de l'informatique connaissent cela, c'est la centralisation. En fait, toutes nos informations sont stockées par un certain nombre d'entreprises qui ont les droits sur eux. Par exemple, qui a un compte Gmail ici? Je pense que tout le monde en a. Et le fait que vous ayez un compte Gmail, automatiquement, Google dispose des informations sur vous. Et ces informations-là, par exemple, vous voulez vous inscrire sur un autre site, on ne va plus vous demander à vous de vous authentifier. Mais on va demander à Google, est-ce que ce monsieur ici est réel? Est-ce qu'il existe? Ok. Quand on s'inscrit, par exemple, si prenons Facebook, on vous demande, par exemple, de vous authentifier avec votre adresse mail. Donc, en vrai dire, c'est Google qui authentifie que c'est réellement faux. Mais contrairement à ce que la blockchain propose, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est que vous allez garder vous-même le pouvoir de dire qui a accès à vos informations. Ok? Et la décentralisation évite qu'il y ait une seule entité qui ait toutes les informations. Et quand on parle de cet élément-là, c'est la question du contrôle, en fait. On se pose souvent la question, mais qui contrôle Internet? Comme la question et les commentaires l'ont posé ici. Qui est le propriétaire d'Internet?
Qui est ces gars-là qui l'utilisent? Qui est-ce qui décide de qu'est-ce qui doit se passer sur Internet? Alors, le problème actuel, c'est que la centralisation fait que ce qu'on appelle les gros données ont les contrôles sur Internet en ce moment. Par exemple, pour ceux qui utilisent Twitter, on a vu un exemple assez palpitant, là où une demoiselle a critiqué M. Elon Musk qui venait d'acheter Twitter. Les gars, il a seulement dit à ses amis, effacez-moi cette demoiselle sur mon réseau social, c'est fini. On a effacé la demoiselle sur Twitter. Il n'avait plus de compte. Et pourtant, c'était une personne influente et qui était suivie. Parce que tout simplement, les données de Twitter sont centralisées. Et le fait que les données de Twitter sont centralisées, ça fait que Twitter dispose d'un contrôle sur nous-mêmes. Et l'avantage que donne la blockchain, c'est cet aspect-là du contrôle. Ça vous donne une certaine latitude de pouvoir profiter vous-même de vos données et de pouvoir décider qui a accès à vos données. Et on va y revenir peut-être avec des cas et des illustrations. Parce que la question ici, c'est qui est-ce qui a le contrôle? Mais on pourrait dire, contrairement aux autres technologies, contrairement à la technologie déjà disponible aujourd'hui, parce que la blockchain, c'est une technologie alternative qui fait ravir le pouvoir à ces gens-là qui ont des grosses entreprises, Google, Facebook, Amazon et tous les amis là, et donner le pouvoir aux individus qui utilisent les outils. Ok? C'est un élément très important parce qu'en vrai dire, dès que vous utilisez une blockchain particulière, si vous avez des crypto-monnaies par exemple, je ne sais quelle blockchain, automatiquement vous avez une partie de cette blockchain-là. Vous pouvez influencer sur son fonctionnement, sa manière de faire et des histoires comme ça. Chose qui n'arrive presque jamais parce que je ne vois personne qui peut influencer ce que fait Facebook. S'ils se décident aujourd'hui de changer quoi que ce soit chez eux, ben, on va juste constater qu'ils ont changé quelque chose. D'accord? Alors, il y a quelques exemples, notamment l'exemple le plus connu, n'est-ce pas? Il y a Bitcoin, il y a aussi Ethereum ici. Il y a Solana qui est en train d'écouler. Il y a le symbole ici, c'est celui de Cardano. Là, c'est là. Alors, c'est quoi Cardano? Les promoteur en a déjà parlé, et je vais essayer juste de passer rapidement. Et on dit que Cardano, c'est une blockchain de preuve de participation, aussi pour relever des défis et des conceptions et des développements de blockchain. Bon, je ne vais pas continuer avec la littérature, je vais juste expliquer. En fait, le problème, c'est qu'il y a des blockchains de première génération. Et les blockchains de première génération, c'est monsieur ici. La première blockchain, c'est celle-ci, les Bitcoin. Ok? C'était une blockchain qui permettait juste aux gens de pouvoir faire juste des transactions et on s'arrête par là. Ok? Ensuite, sont venus les blockchains de deuxième génération, notamment Ethereum. Ce qu'a apporté Ethereum, c'est la capacité maintenant, comme c'est un réseau, ok? Maintenant, Ethereum a apporté la possibilité de concevoir un logiciel, une application, et de l'amener sur la blockchain. Donc, une réseau utilitaire. Ça veut dire, si vous faites votre site de e-commerce, par exemple, de vente en ligne, ok? Vous pouvez déployer ces sites-là sur les réseaux Ethereum, ok? Donc, vous amenez les avantages de la décentralisation de la blockchain sur votre site de e-commerce. Alors, les problèmes, d'abord, pour ça que lui, il ne pouvait que faire des transactions, et c'est tout. Il n'y avait pas moyen de faire des applications décentralisées, qu'on appelle notamment des contrats intelligents. Et ensuite, lui, il est venu résoudre la question des contrats intelligents. Ok? Alors, une fois qu'ils ont fini de résoudre cette partie-là, est venue une deuxième partie. Alors, avec la quantité d'applications, vu qu'on ne va plus seulement changer les actifs, maintenant, je vais juste acheter un truc sur Internet, j'utilise la blockchain. Je vais faire ceci, la quantité de transactions a suffisamment augmenté. Ce qui a posé des problèmes au niveau d'Ethereum, un problème de scalabilité au fait. La vitesse d'Ethereum ne pouvait pas supporter la quantité de transactions qu'il y a eu. Alors, celui qui a fondé Cardano, il s'appelle Charles Hoskinson, c'est un ancien, c'est un cofondateur d'Ethereum. Il a dit, on risque de se retrouver dans une situation où on a créé une solution pour résoudre les problèmes de la vie courante, mais le truc qui sert pratiquement à rien.
ok, parce qu'ils n'arrivaient pas à contenir toutes les transactions qu'on pouvait exécuter. C'est là que Construction a proposé ces idées au sein d'Ethereum. Ils ont dit que ça ne va pas, il ne faut pas prendre en compte ce qu'ils venaient proposer. Il a quitté Ethereum pour créer Cardano en fait, et proposer ces aspects-là. Et aussi, il voulait créer une blockchain qui pouvait s'autofinancer. Et je pense que M. Martin va revenir sur ces questions-là et présenter les éléments. Alors, je pense pour ceux qui sont informaticiens, la curiosité elle est là, il y a un temps à faire l'arnaque vient à quel niveau? L'arnaque commence à ce niveau ici. Lorsque vous commencez à utiliser les échangeurs, parce que les échangeurs centralisés n'utilisent pas la technologie de blockchain. Et ils ont leurs histoires qu'ils ont centralisées. Ce qui veut dire qu'ils sont les seuls à dire si c'est vrai ou c'est faux. Alors, parfois, on se fait arnaquer là-bas et on perd de l'argent. On dit non, je vais investir dans la crypto-monnaie, je vais commencer à faire du trading et à la fin, on perd un peu d'argent par ici. Ensuite, il y a l'autre partie des échangeurs décentralisés, là où ce ne sont pas les échangeurs qui décident de qui est-ce qui a le pouvoir de valider ou pas valider une transaction. Mais c'est plutôt vous qui possédez des actifs sur ces échangeurs. Et le troisième niveau d'arnaque, c'est au niveau du marché d'échange des actifs. Là où il y a le troisième niveau, et c'est là où ça devient grave, c'est là où les messieurs là créent des histoires, soit disant que c'est sur les sites, là où on voit de la crypto-monnaie ou des histoires comme ça, et à la fin ça finit en matière. Et généralement c'est très riche. Donc là, vous savez la garantie que vous avez fait avec votre cas. Oui, les fameux types de sécurité qu'on peut trouver la blockchain. Là où on nous envoie des mails, des SMS de manière directe, il faut faire attention à cette histoire-là. Ce sont souvent des arnaques. Quelqu'un qui ne vous connaît pas commence à vous écrire des mails, des histoires comme ça, il vous dit non, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez gagner beaucoup d'argent. Nous, on dit clairement que dans la blockchain, il n'y a pas d'argent facile. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut avoir des compétences. Et on va peut-être vous expliquer, peut-être transmettre aussi des compétences. Bon, le fameux schéma qui est aussi l'origine de la plupart des escroqueries. Il y a les États-Unis, on n'a pas les chiffres. Il y a la Russie, la Chine et le Royaume-Uni. Comment identifier une escroquerie si lorsque vous subissez une escroquerie, là, cette histoire-là, moi je viens de dire, avec des mails et des messages qui vous viennent de vous, on vous demande de créer des comptes sur des sites qui ne vous servent absolument à rien. Donc, il faut éviter ces genres de choses. Alors, la plupart des gens pensent que la blockchain, je vais le dire en second, a une Shida. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se mettent sur la blockchain. Ils se mettent sur généralement la crypto-monnaie. Ok? Mais quand on analyse correctement, on se rend compte que la plupart des gens qui perdent de l'argent ne perdent pas l'argent dans la blockchain. Ils perdent plus d'argent en allant vraiment investir dans d'autres histoires. Parce que quand on regarde, c'est 0,15%. Et les 0,15% ici en termes de chiffres, c'est très bien. Par rapport à 200 milliards. Donc, c'est beaucoup. Donc, il faut faire attention avec cette histoire. Et je pense que j'ai fini ma présentation. Là, il y a des informations pour ceux qui seront intéressés. Et je passe le flot à Madame Amina. Merci beaucoup pour le Nous saluons la présence de l'autorité académique des leaders à Pamater. Merci aussi encore pour votre présence. Mais la salle est calme. Est-ce que vous écoutez au moins quelque chose? On dit quand la salle est calme, soit on écoute tout, soit on n'écoute rien. Alors pour notre cas, est-ce qu'on écoute quand même quelque chose? Il faut hocher la tête,
ici à Mitapo, au Maroc. Voilà, on veut les parler presque tout en des termes, un côté très technique, vraiment technique. Il faut être calé pour s'en sortir avec les histoires qu'il essaie de présenter. Mais là, on va un peu parler de Project Catalyst. C'est une des facettes chez Cardano qui sont beaucoup plus, je dirais même facilement compréhensibles et très profitables, on peut dire. Ça marche? Pour voir. De nombreux projets qui sont financés par la trésorerie de Cardano et notamment Project Catalyst. Le catalyste, comme on peut l'entendre en français, c'est un catalyseur en fait, quelque chose qui peut déclencher des résultats. Et dans notre cas ici, nous allons parler des Cardano Project Catalyst. Donc Cardano est différent des autres blockchains dans le fait que, par exemple avec Bitcoin, ils ont leur trésorerie, ils ont leur argent qui gagnent dans les transactions, mais ils préfèrent peut-être consommer ça d'une autre façon. Et Cardano, lui, préfère prendre un peu de son argent qu'il gagne dans les transactions et les distribuer et de financer des projets qui peuvent notamment continuer à déployer leur blockchain à travers le monde entier. C'est ce dont on va parler tout de suite là. En fait, l'idée ici, avec Project Catalyst, c'est de vous aider à comprendre le processus de Project Catalyst. Donc, comment vous pouvez commencer avec Cardano une idée et aller jusqu'à ce que vous soyez financé. Les processus. À part ça, on va parler des différents rôles que vous pouvez avoir au sein de Catalyst. On va parler des différents rôles que vous pouvez avoir au sein de Catalyst et tout ce qu'il peut vous falloir pour participer et gagner un peu de l'argent qu'il y a. Parce qu'avec Cardano, peut-être ici chez nous, nous ne sommes pas trop avancés dans les technologies, mais Cardano encaisse beaucoup d'argent. C'est une grande entreprise. Et voilà, Cardano a décidé de partager une petite portion de cet argent à financer des projets à travers le monde entier. Est-ce que c'est c'est un projet d'innovation que Cardano a mis en place pour financer des idées innovatrices à travers le monde entier. Donc, vous n'avez pas besoin, je pense qu'on a parlé ici de la décentralisation. On n'a pas besoin qu'on puisse vous connaître là-bas, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un là-bas dans la fondation Cardano. Non. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un projet bien conçu et un projet qui convainc les gens qui vont devoir voter pour votre projet. Donc, si on a parlé un peu avant de la décentralisation, c'est dans les questions ici. Vous n'avez pas besoin d'être connu, d'avoir quelqu'un là-bas pour que vous puissiez décrocher un certain financement ici. Et Cardano, différemment des autres blockchains comme je l'ai dit, Cardano place la communauté au cœur de son évolution. Donc Cardano ne veut pas évoluer seul. Cardano veut être utilisé par des gens et Cardano veut impliquer les gens dans son évolution. Alors, ici on va expliquer les étapes, les quelques étapes du Project Catalyst. Comment ça commence et tout ça va. Premièrement, nous avons ici ce qu'on appelle le inside sharing. Alors, si vous pouvez déjà les comprendre, souvent chez Catalyst ou chez Cardano, l'anglais c'est la langue qui est beaucoup plus préférée. Mais l'anglais n'est pas actuellement un grand problème parce qu'on peut traduire tout partout. Et donc, aujourd'hui, ça ne fait pas défaut. Alors, premièrement, quand on commence un fonds ou un tour de financement, on commence par là. Inside sharing, ça on appelle en français le partage des informations. Donc, à travers ceci, Cardano et les gens qui sont chargés, donc les Cardano Catalyst Community, partagent toutes les informations concernant les fonds qui commencent. Notamment à travers comme on parlait avec les commentaires ici il y a quelques minutes, à travers des vidéoconférences, à travers des réunions en ligne, par-ci par-là, on partage toutes les informations que les gens doivent savoir
sur l'effort qui va commencer. Et cela se fait pendant une semaine, 1 week. Alors après qu'on est fini, on passe à l'étape de soumission des propositions, de soumission des projets. Alors là, on ouvre une fenêtre pendant aussi une semaine où les gens de partout au monde entier, peu importe où vous êtes, où vous vivez, vous avez Internet, un téléphone ou un ordinateur, vous avez la possibilité durant une semaine de mettre votre projet sur le site de Cardano et tenter votre chance pour obtenir des financements. Après ça, on ouvre aussi une autre semaine pour les proposals refinement, donc c'est le temps qu'on donne aux gens de raffiner en fait leurs propositions. En fait, Cardano vise un certain niveau très élevé de collaboration entre les gens. Alors quand vous mettez votre projet sur les sites officiels de Cardano, il y a des gens de partout qui peuvent voir votre projet, ils sont intéressés. Ils peuvent peut-être vous donner des conseils et vous dire voilà, j'ai vu votre projet, vous pouvez ajouter ceci pour que ça soit parfait, ou vous pouvez enlever ceci, mettre ceci pour vous permettre d'ajuster et continuer à avoir des chances. Et après ça, on ouvre encore une autre semaine, ce qu'on appelle le proposal finalizing. À travers cette semaine ici, vous mettez les derniers formats de votre projet. Donc, il n'y aura plus de modifications. Vous modifiez une dernière fois pour garder le format que vous voulez avoir. Après ça, vient l'autre étape, le proposal assessment. Ici, c'est l'évaluation des projets. C'est aussi une autre opportunité. Les gens aussi toujours des partout au monde. Donc, vous avez mis votre projet, peu importe où vous êtes. Il y a aussi d'autres personnes des partout au monde qui vont venir pour voir est-ce que le projet que ce type va proposer, est-ce que c'est un projet qui a de l'impact, qui va faire avancer la blockchain. On va en parler un peu plus dans le slide qui vont suivre. Après ça aussi, il y a Assessment Review by Proposers. Quelqu'un a évalué votre projet et maintenant, il vous donne aussi l'occasion de voir est-ce que c'est lui qui a évalué mon projet. Moi, je ne les connais pas. Mais est-ce qu'il n'a pas dit du n'importe quoi en fait? On vous donne aussi l'occasion de dire non, celui-ci a évalué mon projet, mais je ne comprends pas ce qu'il a dit, ce n'est pas clair. Vous signalez une telle évaluation. Et après ça, on va dans l'étape des Assessment Review by VPAs. Ici, ce sont des gens, on peut les appeler les évaluateurs, Donc, eux aussi vont évaluer le travail que les évaluateurs ont fait sur le projet. Et après ça, on passe par l'étape de Talent Community Voting. Encore ici, ce sont les gens, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être connu. On n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous connaît par-ci par-là, non? Les Talent Community Vote ici, ce sont des personnes qui vont venir voter. Vous gagnez de l'argent en étant évaluateur vétéran. Je pense que c'est environ. Parce que l'évaluateur vétéran, lui, n'a pas beaucoup de travail. Lui, il vient seulement, il obtient de votre évaluation. Il voit si vous l'avez fait en fonction de ce qu'on fait en tant qu'évaluation. Et ces gens sont souvent payés. Il y a des gens qui en font. Parce que vous voyez quelqu'un, il a évalué peut-être 4000 évaluateurs, une seule personne. Il a seulement besoin de son ordinateur, dans sa chambre, dans sa sorte. Et quelqu'un qui fait au moins 4000, qui évalue 4000 évaluateurs, on le paie environ $2 par évaluateur qu'il a évalué. Et il se retrouve, comme celui qui en a fait 4000, il se retrouve encore en train de gagner en évaluant environ $8 000. Et même pour le fonds neuf qui vient de se terminer, il y a un type, je pense à un Américain, qui a évalué environ 200 projets. Il a fait 200 évaluations des projets. Il en avait, c'est pas combien de $48 000, c'est ce qu'il avait gagné. Et il avait eu à peu près 50 excellents pilotes de route. Donc c'était les meilleurs des évaluateurs. Il paraît que c'est vraiment un pro, il a fait un travail grandiose. Mais il y a aussi un autre rôle dans le système qui connaît comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut voir, où est-ce qu'il faut être attentif. Et ce genre de personnes, il vous accompagne. Vous pouvez être en contact. Lui, il va seulement vous aider à ce que du début, vous puissiez commencer votre projet. Il vous accompagne durant tous les chemins jusqu'à obtenir les financements pour votre projet. Et ce genre de personnes, ils gagnent un pourcentage sur votre budget. Environ 2%, je pense. Donc si vous avez un projet de 100 000, les gars directement, c'est à 2 000 parce qu'il vous a accompagné, il vous a coaché en fait.
Alors, étant mentor de proposition, vous avez des responsabilités, vous devez, comme je le disais, référer des personnes à l'écosystème. Donc, vous avez aidé quelqu'un à intégrer le système et à arriver à son financement. Vous guidez les référés tout le long du processus de rédaction de son projet jusqu'à ce qu'il soumette et il obtienne des fonds et qu'il mette en œuvre son projet. Donc, les mentors, lui, son travail, c'est d'accompagner la personne qui l'a référé à l'écosystème et il gagne 2% du budget total de votre projet. Alors, pourquoi être mentor? Exactement, il gagne de l'argent, il gagne 2% du projet. Il collabore sur ces projets avec des personnes référées. Il peut entrer en collaboration, peut-être fournir des services dans les projets. Et il offre aussi des conseils. C'est la grande partie de son boulot. Il doit vous conseiller tout ce que vous devez faire. Et du coup, il fait aussi partie de la force et de la croissance de l'écosystème. Maintenant vient la personne qu'on appelle les votants. Amis, je ne dois pas dépasser les temps, il faut me dire si Ah, merci. Il y a maintenant ce qu'on appelle les votants. Les votants, en fait, ce sont maintenant les personnes de partout dans le monde. La condition est justement pour voter pour un projet, il faut détenir au moins 500 EDA dans un portefeuille électronique. Bon, je pense qu'on va plus discuter crypto peut-être dans la séance de demain, mais il faut avoir au moins 500 EDA dans son portefeuille électronique, je voulais dire, pour être capable de voter pour un projet. Comme je l'ai dit, Cardano c'est une gouvernance vraiment décentralisée. Donc maintenant, moi ici je suis capable de voter pour un projet qui me plaît, un projet que je veux. Parce que j'ai presque l'histoire, les 500 EDA. Donc tout le monde à travers le monde entier qui détient 500 EDA est capable de voter pour un projet. Et en votant pour un projet, quelqu'un qui a 500 EDA, il vient, il dit seulement oui pour votre proposition. Quelqu'un d'autre qui n'a pas apprécié votre projet peut venir avec son portefeuille, peut-être d'1 million de 1000 EDA, il dit non, je trouve que ce projet ne va pas avoir de l'impact. Il vote aussi non. Et puis à la fin, on va faire la différence. Et si votre projet a une différence considérable, vous parvenez à décrocher un financement. Et je peux signaler que le financement des catalystes, on n'a pas besoin comme on fait ici chez nous, on dit comment remboursement. On rembourse sur le. Avec Cardano, il n'y a pas d'histoire, vous allez rembourser un pourcentage. Vous avez seulement besoin de mettre votre projet, de faire un peu des campagnes dans l'écosystème, parce qu'il y a tellement de plateformes, nous avons des groupes, des chaînes Telegram, il y a des sites, vous pouvez faire la propagande de votre proposition pour que les gens puissent vous connaître et voter pour votre proposition. Donc vous n'avez pas besoin de dire, vous avez juste besoin d'être convaincant en fait. Vous venez avec une proposition forte qui a de l'impact. Les gens que vous ne connaissez même pas, ils vont voter pour votre projet pour qu'il soit implémenté. Alors, étant les responsabilités pour un votant, il doit avoir, comme j'ai dit, au moins 500 EDA dans son portefeuille et les déléguer à un stakeholder. Alors, ça, on va aussi peut-être en parler. Si on n'a pas déjà parlé de ça, on va en parler. Il doit s'inscrire en tant qu'électeur via une application qui est Cardano public. Mais il doit aussi être informé par le feedback des PA et des VPA. Les PA, ce sont les évaluateurs et les VPA, ce sont les évaluateurs des évaluateurs. Donc quand une personne vient voter pour un projet, il ne va pas aller lire tous les projets, il va seulement regarder ce que les évaluateurs et les évaluateurs d'évaluateurs ont dit sur le projet. Et s'il constate qu'ils ont donné un avis positif, il peut déjà voter pour la proposition, sachant que la proposition va avoir un impact considérable sur l'écosystème. Alors pourquoi voter? Même quand vous votez, vous avez voté, vous gagnez aussi de l'argent en votant. Il y a toujours des récompenses. Comme je l'ai dit, Cardano, au fait, vient travailler plus avec la communauté, vient intéresser beaucoup de gens. Et pour cela, il prend une partie de sa trésorerie, l'argent qu'il pouvait peut-être, que M. Charles Hoskinson et sa fondation pouvaient gaspiller dans d'autres choses. Ils se disent, ils veulent ouvrir leur entreprise au monde entier et permettre aux gens de participer. Bien sûr, si vous comprenez le système, vous avez des compétences. Alors, quand vous êtes déjà un peu calé dans l'écosystème, il y a d'autres rôles qui suivent. Vous pouvez faire partie de ce qu'on appelle les challenge team members.
c'est parmi les rôles qui viennent après. Pour accéder à ces rôles, il faut déjà maîtriser un peu plus le truc, les systèmes. Et quand vous intégrez ce genre de trucs, c'est très rentable, on fait très bien les gens ici. Les histoires, il faut avoir des compétences à prouver. Alors, comment participer au fait? Après qu'on ait parlé de toutes ces théories, comment vous pouvez intégrer les trucs et savoir comment bénéficier des histoires? Alors, tout ce dont vous avez besoin, ça c'est les sites officiels des Cardal, Project Catalyst. C'est ici où tout se passe presque. Vraiment, tout c'est sur ce site. C'est ici que vous déposez, que vous soumettez vos projets. C'est ici que les évaluateurs vont s'inscrire et évaluer des projets. C'est ici que les votants. Donc c'est ici que se passe la grande partie des communications dans Catalyst. Alors, tout ça dont vous avez besoin, c'est de taper dans votre moteur de recherche, c'est pas Chrome et consort, www.cardano.ideascale.com. On vous ouvre un truc, vous allez voir un truc comme ça. Et après un truc comme ça, alors vous allez aller là où on écrit Register, donc pour s'inscrire en fait, pour avoir un compte dans Ideascale. Alors, on va vous ouvrir une fenêtre comme ça. On va vous demander de taper certaines informations, notamment votre adresse mail, les mots de passe de votre compte. Vous confirmez les mots de passe, vous mettez la langue dans laquelle vous voulez communiquer avec Catalyst, les français, mais l'anglais, vous plus préférez parce que vous parlez anglais là-bas. Et puis, vous cliquez sur Register. Après ça, vous allez vérifier votre mail, vous allez recevoir un message dans le mail que vous avez mis là-bas qui va vous faciliter de vous inscrire. Après, dans votre mail, vous cliquez sur Verify Mail et vous allez copier le code. Vous cliquez sur Vérifier le mail pour vous permettre de parachever votre inscription. Oui, vérifier le mail, ça j'ai déjà dit, vous cliquez pour vous permettre d'achever votre inscription. Et après voilà, après avoir complété le profil, vous avez ça. Très souvent, je crois que quelque part ici sur le mail, il y a, c'est pas votre photo ou la première lettre du nom de votre adresse mail. Donc quand vous êtes déjà inscrit ou vous avez déjà ouvert un compte, vous vous retrouvez devant une fenêtre qui ressemble à ça. Alors, nous en tant que Gomahab, Nester Crew, nous avons, je ne dirais pas trop d'expérience, mais juste un peu d'expérience dans l'écosystème. Et nous organisons, juste les dates ne sont pas encore connues parce qu'on n'a pas encore lancé les fonds 10, mais nous organisons une petite séance de facilitation où nous pouvons montrer aux gens comment ils peuvent participer en tant qu'évaluateurs des projets. Bon, participer c'est gratuit. Et vous pouvez toujours payer, comme on dit, payer un peu votre premier job. Donc quand vous allez évaluer, quand vous recevez votre argent, vous pouvez maintenant payer pour la petite facilitation que vous auriez pu faire pour vous aider à parvenir à comprendre les trucs ou les systèmes. Alors, là j'ai presque fini. Je ne sais pas si peut y avoir des questions. Vous pouvez jouer de toute façon à travers les histoires, je ne sais pas si c'est toutes les idées. Est-ce qu'on peut se voir des questions s'il y a? Je voudrais une question par rapport à votre exposé. Je voudrais savoir si les projets le financement vient
pourrait créer une entreprise, une organisation à travers l'application blockchain. C'est ça. Je voulais savoir s'il y a des garanties qui sont établies pour que les informations ne soient pas divulguées. Je pense que j'ai compris la question. Je voulais aussi attaquer l'exposé de celui qui a parlé à propos de blockchain. Alors moi, je voulais savoir si, lorsque quelqu'un veut effectuer une vente en ligne, je voulais savoir si les marchandises que la personne doit avoir après que la personne ait transféré son argent. Je ne sais pas s'il y a une garantie d'un transporteur qui doit faire parvenir les marchandises à destination. Voilà un petit peu. Voilà, merci. Si j'ai bien saisi votre... Je vous promets d'abord répondre. Si j'ai bien saisi votre première question, vous avez demandé si les financements viennent sous forme de subventions ou de manière totale. Donc, les financements, les transferts, vous les demandez dans votre compte. Ou ça vient en tranche, voilà. Voilà, avec Produit Catalyst, en fait, quand votre projet a été voté et a été placé, il y a une étape qu'on appelle, vous complétez ce qu'on appelle les milestones. On ça en français, les jalons en fait. Donc là, vous dites les grands points de votre projet. Donc notre projet, par exemple, commence en janvier. En janvier, nous allons faire ceci. Et pour cela, nous avons besoin, par exemple, de 5 000 $. Donc vous avez d'abord un montant global de votre projet, peut-être 20 000 ou 50 000. Si vous avez été voté pour obtenir des financements, on vous demande de produire les jalons. Le premier mois, nous allons faire ceci, et nous allons avoir besoin de, par exemple, 5 000 $. Alors pour le premier mois là, quand vous avez déjà envoyé vos jalons et ce qu'on appelle les milestones en anglais, on vous envoie le financement par rapport à vos jalons. On sait que les premiers mois, vous allez faire ceci pour 5 000, vous avez 5 000. Donc quand vous mettez le projet, vous mettez aussi un compte, pas un compte bancaire, c'est souvent les wallets parce que l'argent on l'envoie en aide. En aide qu'on échange actuellement ici chez nous sans problème. Vous pouvez nous voir, on échange ça facilement. Donc vous dites ce que vous allez faire chaque mois. Et quand vous dites c'est moi ici on va faire ceci, on vous envoie l'argent. Et quand vous avez fini de faire ce que vous avez dit que vous allez faire, vous produisez un rapport que vous envoyez à y voir, ok, ils ont déjà fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, et on vous envoie maintenant l'argent pour le mois qui suit. Jusqu'à ce que vous puissiez finir et produire votre solution proposée. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas, il y a une deuxième question? Oui, c'est seulement ça. Ah, ça concerne, messieurs. La deuxième question concernait si, par exemple, vous avez acheté un produit en ligne, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la garantie que ces produits-là vont vous arriver, n'est-ce pas? Ok. Normalement, ça peut intervenir devant intermédiaire, ce qui veut dire qu'il y a aucune garantie. Mais si vous faisiez intervenir la technologie blockchain, je pense que vous auriez la garantie. Pourquoi? Parce qu'avec la notion de technologie de la blockchain, je vais répondre directement à la deuxième question aussi, c'est que normalement, il y a ce qu'on appelle les contrats intelligents. Et contrairement aux autres systèmes que je vais exposer, c'est qu'il faut que l'application est vérifiée par elle-même à travers les frais qui sont prédéfinis à l'intérieur, que cette transaction
effectuer votre paiement et celui-ci-là doit vous livrer les produits, n'est-ce pas? La garantie, c'est que votre argent ne peut jamais être perdu parce que c'est la blockchain. Pourquoi? Vous allez envoyer l'argent. L'argent, en principe, ne part pas directement dans les portefeuilles et votre fournisseur des produits. L'argent est verrouillé sur un contrat intelligent. La fameuse application déployée sur la blockchain. D'accord? C'est seulement lorsque vous avez ici la marchandise, n'est-ce pas, que vous demandez et au contrat intelligent qui gardait l'argent. Et non, cet argent ici peut être envoyé à ces messieurs. D'accord? Dans les cas contraires, il est possible de vous demander toute la logique là que je viens de raconter dans les contrats intelligents. Vous dites, ok, si quelqu'un vient acheter un produit chez nous, nous utilisons la technologie blockchain. Pour qu'il reçoive cet argent-là, il doit remplir tel critère. Et à la limite, vous pouvez définir les délais de livraison. D'accord? Vous dites, si le produit n'est pas livré dans 2 semaines, annulez la transaction. Vous envoyez l'argent est verrouillé sur le contrat intelligent. Vous n'y avez pas accès et le propriétaire de la marchandise n'y a pas accès. D'accord? Le contrat intelligent, c'est une application qui se trouve dans le blockchain. C'est la blockchain, exactement. D'accord? Donc vous avez envoyé votre argent et votre argent se retrouve verrouillé sur la blockchain. Vous n'y avez pas accès et ce que vous avez livré le produit n'y a pas accès. C'est seulement lorsque vous recevez la marchandise que vous dites non, j'ai reçu la marchandise. Quand vous dites que vous avez reçu la marchandise, et le contrat est validé. C'est un contrat que vous avez signé avec ces messieurs pour qu'ils vous livrent la marchandise, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire que moi je vais définir une échéance, c'est qu'après 2 semaines, si le produit n'est pas livré, annuler la transaction. Effectivement, après 2 semaines, votre argent sera remboursé et il n'ira pas chez votre fournisseur de produits. Donc, s'il a eu des problèmes dans la logistique et tous les tralala, c'est son problème. Vous avez signé un contrat pour qu'il vous livre, par exemple, des sièges ici dans 2 semaines. Si dans 2 semaines, les sièges ne sont pas là, la transaction est annulée. Et ainsi de suite pour les types, tous les types de contrats qu'on peut s'imaginer en matière juridique. Tous les types de contrats peuvent être implémentés d'un point de vue théorique sur la blockchain. D'accord? Oui, il y avait une autre question Par rapport à la création. Ah, d'accord. La partie de la création d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle DAO. Je vais le dire en français pour ne pas embêter les gens. Ce sont des applications décentralisées et autonomes. Mais en fait, ces applications-là correspondent à une entreprise. Vous prenez toute la logique de votre entreprise. Par exemple, je vais prendre l'illustration de l'ISDER. On dit, à l'ISDER, pour s'inscrire, il faut payer $5. D'accord? On met dans notre application l'inscription à l'ISDER, c'est $5. Donc, si un monsieur, c'est côté dit, qui vient s'inscrire à l'ISDER, il doit d'abord payer les $5. S'il n'a pas encore payé les $5, il n'est pas exempt. D'accord? Pour passer l'examen, il faut ceci. Pour avoir les relevés des comptes, il faut ceci. Pour avoir ceci, il faut ceci. Vous voyez, c'est une logique. Et si vous arrivez à implémenter toute la logique là-bas dans un contrat intelligent, vous déployez les contrats intelligents sur la blockchain, vous n'avez pas besoin de venir vérifier si telle ou telle autre personne, par exemple, n'a pas payé les frais académiques ou tel tralala. Non. Vous arrêtez seulement, par exemple, au niveau de la porte, quelqu'un vient, il vient entrer pour passer son examen. Quand il arrive devant la porte, mais bon, peut-être qu'il va scanner sa carte, peut-être qu'il va faire quelque chose. Automatiquement, on vérifie et on sait que ce monsieur n'a pas le droit d'accepter. Ok? Et ça, ce n'est pas vous qui les gérez. Ok? Pour accorder, par exemple, une dérogation, aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on peut accorder une dérogation à l'université parce que c'est le fils de mon oncle. Parce que, Moulimaya, nous sommes du même village. Mais avec un contrat, qu'on a mis en compte dans le catalyste, il dit qu'il faut seulement amener un projet pour avoir de l'argent. Mais je ne pense pas que ça soit quelque chose de difficile.
Donc je pense que ça complète un peu le discours de mon ami, c'est pourquoi je vais savoir cette nuance-là, ou alors l'intersection des deux. Merci beaucoup. Bon, si je peux déjà répondre à ça. En fait, Cardano, je peux dire, Cardano, c'est l'entreprise. Maintenant, Project Catalyst, c'est un projet en fait. C'est un projet que Cardano a mis en place pour financer des projets par-ci par-là à travers le monde entier. Donc il n'y a pas à dire que Cardano et Catalyst c'est déjà deux entreprises au même niveau. Non, ce n'est pas le cas. Cardano, c'est l'entreprise, c'est la blockchain. Et la blockchain décide avec son argent qu'il gagne. C'est comme Airtel Money par exemple. Airtel Money va décider qu'avec l'argent qu'il gagne dans les transactions, il va commencer à financer des projets ici à Congo. Par exemple, c'est possible. Donc Cardano c'est l'entreprise et puis Cardano décide avec un peu de son argent, on va financer des projets à travers un peu de son argent. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça va dans le sens? Je vais permettre. Alors, Cardano, c'est la blockchain en question. Okay? Le Project Catalyst, c'est juste un outil que Cardano utilise pour attirer les gens à venir développer leurs solutions sur la blockchain Cardano. D'accord? Maintenant, la nuance que je voulais mettre dessus, parce que vous avez dit que dans la blockchain, je disais qu'il n'y avait pas d'argent facile. Effectivement, il n'y a pas d'argent facile. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous, lorsqu'on a commencé, c'était en 2021, après le premier projet Project Catalyst. Et pour ceux qui ont l'expérience ici, et certains engins de l'ICRD pour témoigner, il y a des journées où on est entré à monter de l'ICRD. Ici. Pourquoi? Parce que ces projets-là soient financés. Vous devez faire des campagnes. Vous devez préparer des spots publicitaires. Vous devez chercher à motiver les gens qui viendront voter pour votre projet. Et cette partie-là, c'est du travail. Je vous assure que c'est du travail parce qu'après cela, vous pouvez aussi avoir des financements. On a vu des gens recevoir des financements, mais leur projet n'a jamais marché. Il n'a jamais dépassé l'étape 2. Ils ont dit qu'ils vont faire le projet sur 5 étapes. Étape 1, ça va. Étape 2, ça coince et on s'arrête là. Et les financements s'arrêtent là aussi. Donc, la facilité qui est là, c'est la partie opportunité. Ça, c'est vrai. Il y a une certaine opportunité à nous dire l'air, c'est par exemple à mettre les projets. Mais quand ils vous apportent le projet, vous nous dites votre projet ici n'a pas vraiment de lien avec la blockchain. On ne saurait pas l'intégrer avec la blockchain. Parce que pour le moment, c'est une grosse campagne. D'accord? Mais vous nous proposez par exemple d'intégrer, supposons que son projet est intégrable ici à la blockchain. Ok? Mais lorsque vous nous présentez les formats, comme Martin le disait, il y a des guides là-bas. Et vous devez vous rassurer que votre projet suit les guides. Et une fois qu'il suit les guides, ça demande une certaine partie du travail. Donc, je pense que dire que c'est de l'argent facile, ça serait mentir.